Attention, avant de commencer, ce documentaire aborde des sujets sensibles, notamment des accusations de comportements inappropriés, des rapports de pouvoir déséquilibrés et des témoignages pouvant être difficiles à entendre. Si vous êtes concerné ou vulnérable face à ces thématiques, je vous encourage à faire une pause ou à consulter les ressources disponibles. Les numéros de soutien, d'accompagnement et d'aide sont indiqués en description. Ce travail repose sur des sources publiques, des enquêtes journalistiques et des documents judiciaires. Certaines personnes citées contestent les accusations. Il ne s'agit ni d'un jugement ni d'une condamnation pénale, mais d'un travail d'analyse et de compréhension et de sensibilisation. Merci à vous et bon visionnage. Il existe parfois dans le monde des acteurs et actrices qui cachent parfaitement bien leur jeu derrière une aura de bienveillance et un nombre de fans voyant en eux les acteurs parfaits. En réalité, ce ne sont que de simples masques qui dissimulent quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus dérangeant, plus immonde, presque inhumain. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui incarnait autrefois cette vision de l'acteur parfait. Celui qui incarnait l'étoile montante d'une nouvelle génération d'acteurs hollywoodiens mais qui s'est avéré être un véritable monstre en puissance. Un monstre qui cachait son vrai visage derrière de la bienveillance mais qui en réalité était un profiteur immoral. Bienvenue dans la chaîne de l'agent du Shield, je te souhaite la bienvenue à toi, nouvel agent, et aujourd'hui on va voir cet acteur qui était parti mais pour être le nouveau success story de Hollywood, mais qui a saboté son propre navire pour profiter inéluctablement mais surtout de manière dégueulasse de ce qu'on pourrait dire de jeunes mineurs. Pour ceux qui ont la rêve bien sûr, mesdames, messieurs. Aujourd'hui on va aller voir l'histoire choquante mais aussi incongrue de cet homme qui était le sex symbole de toute une génération. On va parler de James Franco. Ça, c'est un taré d'Hollywood. Bon, avant de connaître l'ascension d'un monstre, il faut au moins savoir d'où est-ce qu'il vient et son origine surtout. James Franco est né le 19 avril 1972 à Palo Alto, une ville située au cœur de la Silicon Valley en Californie. Sa mère Betty Lou est écrivaine et éditrice, tandis que son père Douglas Franco dirige une entreprise dans la Silicon Valley. Entre autres, il a une vie tout à fait normale, dans une famille normale, pas de porte ouverte directe vers la célébrité hollywoodienne entre autres. Très vite, James sera vite l'aîné de deux autres petits frères, du nom de Dave Franco qui finira acteur, alors que Tom Franco, lui, restera un peu plus discret et tourné vers l'art et la sculpture. Assez tôt, en fait, dans sa jeunesse et même dans son adolescence, Franco il finira par développer une certaine intelligence, et même très développée, et finira même par atteindre le QI d'un élève exemplaire d'une grande université. Il finira alors par monter les échelons sociaux et par devenir un élève assez vite attaché aux livres et à la lecture, allant même jusqu'à finir par s'inscrire à l'université de la Californie à Los Angeles. C'est un peu comme le Harvard américain entre autres, et s'intéressera très vite à la lecture et même aux sciences. Donc vraiment encore rien qui ne le dirige vers évidemment la voie d'acteur. Sauf évidemment lorsque ce dernier finit par s'intéresser au théâtre, puis après au jeu d'acteur. Et très vite, James Franco va être séduit par le métier et va donc plaquer ses études pour changer et faire une reconversion. Ce qui était à l'opposé complet de la volonté de ses parents en fait, parce que eux ils voulaient que leur fils continue dans cette voie-là, continue avec les études dans les grandes écoles prestigieuses pour avoir une meilleure vie. Mais James Franco en décidera autrement. Et c'est lorsqu'il se penche sur le sujet que enfin il va se diriger vers cette voie et va donc s'inscrire vers l'école d'art dramaturge, le Playhouse West, qui va lui permettre de former et surtout d'apprendre davantage cette discipline, et va ainsi très vite monter les échelons et avoir de très bonnes recommandations de ses professeurs. Et après avoir réussi avec beaucoup de diplômes et surtout un bon bagage, il arrive dans le milieu professionnel et cherche un rôle qui lui ira comme un gant. À la fin des années 90, la carrière de James Franco prend un tournant décisif avec la série qui, bien que courte, va profondément marquer toute une génération, Freaks and Geeks. La série ne dure qu'une seule saison et ne rencontre pas immédiatement un succès qui est massif, mais paradoxalement elle finit par devenir culte parce qu'elle réunit des stars talents qui, quelques années plus tard, domineront Hollywood. C'est là que James Franco incarnera Daniel Desario, un adolescent rebelle à la fois charismatique et profondément fragile, un personnage qui lui ressemble déjà d'une certaine manière, puisque c'est quelqu'un qui joue avec les apparences, mais qui cache une complexité intérieure assez impressionnante.
Mais au-dessus de la série et même de son rôle, en fait, c'est une rencontre qui va être décisive. C'est avec Seth Rogen. À l'époque, rien ne laisse encore présager l'importance de cette relation. Ils sont jeunes, encore inconnus, encore en train de chercher leur place, mais il y a une alchimie qui se crée, une complicité naturelle, presque qui devient une sorte de signature. Cette relation va traverser les années, se renforcer et va finir par devenir une collaboration régulière. Et surtout, elle va devenir l'un des piliers de la carrière de Franco. Après Freak and Geeks, James Franco commence à attirer l'attention. Il enchaîne les rôles, affine son jeu et développe cette présence particulière qui le distingue des autres acteurs de sa génération. Mais le véritable basculement arrive au début des années 2000, lorsqu'un projet ambitieux, risqué à l'époque, mais qui va redéfinir le monde du cinéma, fait son apparition et se nomme Spider-Man, signé Sam Raimi. Bon, je pense que ce serait un peu outrageant de vous dire qu'est-ce que c'est que la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous avez sans doute raté quelque chose d'intemporel, donc je vous conseillerais d'aller regarder la trilogie au moins une fois de votre vie. Mais dans la trilogie, Harry Osborn, c'est James Franco qui l'incarne. Il incarne quand même un personnage qui est central dans la trilogie, complexe, déchiré, avec sans doute l'une des meilleures évolutions, mais aussi l'une des conclusions les plus significatives du cinéma. Mais avec Spider-Man, James Franco ne devient pas seulement un acteur reconnu, il devient une figure médiatique. En gros, il est partout quoi. Son visage finit dans les magazines, dans les affiches, il arrive dans les interviews, il arrive même dans les shows télé, et progressivement, il y a une autre dimension qui s'ajoute, c'est celle du désir. Franco, littéralement, il devient un peu ce genre de sex symbole inventé par Hollywood. À la Brad Pitt ou même à Justin Timberlake, vraiment, les fans finissent par l'aduler mais comme un dieu. Et ça en fait, ça se retournera contre lui plus tard, mais pour l'instant, il s'en sert mais comme un avantage. Avec ça, un mélange de charisme mais aussi de contrôle médiatique, au fur et à mesure, il commence clairement à s'imposer comme étant l'étoile montante mais d'une nouvelle génération d'acteurs. La génération plus jeune, plus dynamique, beaucoup plus frais, un peu plus authentique, proche de ses fans, mais aussi évidemment avec un passé qui est complètement clean en fait. Contrairement à d'autres précédents qui eux clairement ils accumulaient les mandats ou même les perquisitions policières. En gros vraiment c'était l'âge d'or des acteurs de cette période. Mais évidemment à ce stade on pourrait croire que tout est aligné et que c'est une carrière qui n'est vouée seulement qu'à finir avec une conclusion satisfaisante et peut-être une bonne retraite. Mais derrière cette réussite, il y a quelque chose qui se construit en parallèle et certes est moins visible mais beaucoup plus complexe et ça s'appelle Studio 4. Là il faut se dire qu'à ce stade-là, tout semble réussi. Une carrière solide, une reconnaissance mondiale, une image à la fois séduisante et intellectuelle. Mais pour James, c'est pas suffisant, non. Jouer ne lui suffit plus. Il veut comprendre, créer et surtout transmettre. Après le succès de Spider-Man et ses nombreux projets artistiques, James ne suit pas la trajectoire classique d'un acteur hollywoodien. Là où beaucoup consolident leur carrière, lui choisit d'élargir son champ d'action. Il retourne étudier, il écrit, il enseigne et progressivement, il développe une nouvelle facette de son identité, celle de mentor. Ce rôle n'est pas anodin. Dans une industrie comme le cinéma, être mentor, c'est de tenir un pouvoir particulier. Ce n'est pas un pouvoir officiel, inscrit dans un contrat ou une hiérarchie claire, mais c'est un pouvoir plus diffus, mais tout aussi réel. Le pouvoir d'influencer, orienter, d'ouvrir et de fermer des portes. C'est là où, évidemment, il commence à se diriger vers la fondation de Studio 4. Sur le papier, Studio 4, c'est un projet fascinant, mais aussi assez intéressant et assez novateur. Une école d'art dramatique, mais moins académique, plus libre, plus proche du terrain, dont l'objectif clair s'affiche à tout le monde, permettre à des jeunes acteurs de ne pas seulement apprendre, mais de créer directement. Pas de théorie abstraite, pas de distance entre l'enseignement et la pratique, les étudiants tournent, jouent et participent à des projets concrets. Et surtout, ils travaillent directement avec James Franco. Pour beaucoup, c'est une opportunité exceptionnelle, mais parce que Franco n'est pas seulement le professeur, il est la porte d'entrée vers Hollywood, tout simplement. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas surtout avec James Franco avec ça ? Et parce qu'en fait, James Franco va commettre peut-être l'une des erreurs, ou peut-être l'un des premiers red flags qui va clairement
mais clairement sentir un petit peu le roussi, puisqu'il va littéralement être professeur, réalisateur, directeur, producteur, décideur, financeur et formateur. Bref, vraiment, il va être partout. C'est là que la dynamique devient assez particulière parce que les étudiants ne sont pas seulement là pour apprendre, mais ils dépendent de lui pour tout et n'importe quoi. Entre autres, il est partout en fait, et tout ce qui va se passer dans son entreprise, il est au courant en fait, tout simplement. C'est presque un système pyramidal entre autres, hein, et lui il est au sommet quoi. Et c'est là que James Franco va commencer un petit peu à avoir les idées larges, si vous voyez ce que je veux dire. Franco va littéralement encourager à ses jeunes acteurs et actrices surtout un style brut, direct, sans filtre, où il les pousse à sortir de leur zone de confort et à aller vers quelque chose de plus réel. Dans certains cas, cela inclut des scènes très intimes avec des situations émotionnelles chargées, des performances qui demandent un engagement total et souvent avec du textile très léger. Oui, vous avez bien entendu, oui, à ce niveau-là, oui. Mais attention, dans un cadre pédagogique. Et c'est à ce moment précis que là, on va commencer à atteindre une première zone grise, puisque en fait, lorsqu'on mélange l'enseignement, la création et la hiérarchie, les frontières commencent à être un petit peu floues. Où s'arrête le rôle de professeur et où commence celui de réalisateur, et surtout où se situent les limites personnelles. En fait, pour certains étudiants, Studio 4, c'est une expérience enrichissante, un espace de liberté, un vrai tremplin. C'est limite le ticket d'or pour monter à bord du Titanic. Sauf que vous savez ce qui est arrivé au Titanic, et Studio 4 échappera pas à la règle. Au lieu d'être un endroit de partage et d'enseignement sain et dans un milieu qui puisse être convivial, en fait certains élèves commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, ou parfois ils commencent à avoir peur de dire non vu que imaginez à leur place, c'est des novices, ils connaissent rien au milieu mais surtout ils ont des rêves de grandeur, et dire non, vous avez pas idée à quel point ça peut être pénalisant. Laisser la place à un autre entre guillemets, c'est une vraie compétition, c'est dire adieu à une véritable place et un prestige Hollywood, donc clairement ils peuvent pas se permettre de dire non aussi facilement. Bref, entre autres, ils peuvent pas se permettre de faire la fine bouche. Donc c'est pour ça que on peut pas leur dire qu'ils auraient dû refuser en fait. C'était impossible. Et avec évidemment tous ces éléments, vous pouvez l'ajouter dans votre pot-au-feu, laisser la mixture évidemment infuser dans votre bouillon. Vous pouvez également le laisser au four avec thermostat 90 pendant 4 heures et ajouter ça évidemment au micro-ondes avec une bonne fourchette et toute votre argenterie. Vous laissez ça chauffer pendant juste 30 secondes. Et avec une petite accumulation de situations de doute et de silence, vous allez vite vous rendre compte que l'explosion est inévitable en fait. Et là, à ce moment-là, alors que tout semble fonctionner parfaitement bien, pendant que la carrière continue, Studio 4 fonctionne parfaitement bien, et les rôles se succèdent avec en plus de ça des succès au box-office, qu'un jour, Internet s'est mis à imploser complet et les journalistes ont suivi la vibe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, c'est à ce moment-là où James Franco est au sommet de sa popularité. Et comme beaucoup de célébrités, il est présent sur les réseaux sociaux. Instagram devient alors un espace direct sans filtre et sans intermédiaire, et un endroit où les fans comme les célébrités peuvent échanger, et c'est précisément là où tout commence. Des captures d'écran apparaissent, un échange privé entre Franco et une jeune utilisatrice. Devinez que l'utilisatrice était mineure âgée de 17 ans. Oui. Alors je tiens à vous dire que c'est extrêmement bizarre et c'est surtout très chelou. Mais donc très clairement, ça se dit que Franco remarque sa beauté en disant que tu es très jolie. Tu as quel âge? Elle répond 17 ans, voilà. Oui. Et il répond oh, je pensais que tu étais plus âgé. Tu es où? À New York. Tu as un endroit où dormir? Ouais, et très clairement, à ce moment-là, ce n'est pas encore un scandale, mais c'est quelque chose qui cloche, littéralement. Là, la jeune fille, elle doute, et c'est logique. Parce que quand c'est une célébrité qui vous contacte, première réaction, c'est pas l'excitation, c'est la méfiance. Alors elle demande une preuve. Et la preuve se fera sans attendre, vu que James Franco répondra avec une photo de lui, avec sa gueule dessus, et un bout de papier où il a écrit dessus le prénom de la jeune fille. C'est là où vraiment les aveux deviennent de plus en plus étranges, parce que là, ça dépasse littéralement le statut de « ah, ça doit être une arnaque » ou une blague. Non. C'est littéralement traduction des aveux ou de conquête peut-être même, ou alors d'essayer d'amadouer la jeune fille. À ce point-là où même limite, James Franco avait suscité l'intérêt de trouver un hôtel à côté de l'adresse de la petite, littéralement.
Et après que tout ça a été envoyé sur internet, il va alors, contrairement à ce qu'on imagine, il va pas du tout nier les faits. Il va dire que oui, il y a bel et bien eu ces interactions-là, mais il n'y a eu aucune rencontre, hein. Voilà, il n'y a eu aucune rencontre. Après ces prises de parole, des protestations ont eu lieu, et c'est littéralement deux camps qui commencent à se former. Il y en a qui commencent à défendre James en disant que c'est de la maladresse, ou alors que c'est de la naïveté pure. D'autres commencent à dire que c'est inapproprié et limite choquant en fait. Donc clairement, c'est deux camps qui se créent et c'est l'image de James qui commence littéralement à prendre des coups. Bref, et à peine quelques jours ou quelques semaines après que James Franco ait commencé donc à répondre de ces faits-là, les poursuites s'arrêtent là, les médias se calment et évidemment tout reprend son cours normal. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point vraiment James Franco est assez puissant. Il a réussi juste en 2-3 mouvements à rebalancer la situation à son avantage. Vraiment, en gros, il a réussi à faire un miracle, quoi. Mais ça ne durera pas plus longtemps, attention. Parce que là, c'était juste une seule affaire. Mais attendez que quelques années arrivent, surtout évidemment avec 2018 et vraiment la destruction de sa tour d'ivoire. Pendant plusieurs années, rien ne semble avoir bougé. L'incident de 2014 a complètement disparu, la carrière continue, l'image se tient encore, bref. Mais en 2018, tout commence à changer. Nous sommes en janvier 2018 et le contexte est assez particulier puisque Hollywood est en pleine transformation suite à l'arrivée de la protestation et des mouvements de #MeToo qui commencent à prendre de l'ampleur et des témoignages émergent un peu partout. D'ailleurs, c'est avec ce genre de hashtag, je crois, que l'affaire de Epstein avait commencé à faire du bruit, si je ne me trompe pas. Des figures puissantes sont remises en question et dans cette atmosphère, le nom de James se refait à plusieurs reprises surface. Mais pas sous des formes de rumeurs, mais des formes de polémiques constructives, mais aussi avec plusieurs témoins, plusieurs femmes qui commencent à prendre la parole. Les témoignages sont du nombre de 5, toutes ayant travaillé avec Franco ou ayant été étudiantes dans le cadre de Studio 4. Vous vous souvenez avec tous les dégueulasseries qu'ils faisaient. En fait, ce qu'elles écrivent, ce qu'elles décrivent tout simplement, c'est pas juste des scènes uniques, c'est vraiment de l'accumulation. Certaines parlent de scènes intimes, devenues progressivement plus explicites que prévu. D'autres évoquent une pression implicite, pas une contrainte directe mais une attente. Une autre dit avoir été séduite par des posts ou alors par des propositions de scènes dans d'autres films. Et ça pour une petite... moyenne... petite gâterie quoi, si on peut dire comme ça. On nous faisait comprendre que si on refusait, on n'était pas assez investi. Il y avait une confusion constante entre le professeur et le réalisateur. On ne savait jamais vraiment jusqu'où ça allait aller. Ce qui ressort, c'était pas de la violence frontale, c'est juste de la manipulation pure et simple. C'est simple comme bonjour. Les publications de ces témoignages provoquent un choc parce que James Franco ne correspond pas du tout à l'image attendue. C'est pas comme une figure agressive ou encore moins quelqu'un auquel on s'attendrait à ce que ça puisse venir de lui. Il est intelligent, cultivé, réfléchi, raffiné et montre toujours avec un sourire assez sincère techniquement. C'est précisément ce contraste qui va commencer à faire déchaîner le doute à travers le public. Après évidemment toutes ces séries d'accusations, James Franco réagit en disant qu'il est évidemment innocent. Il nie les accusations et cependant, de manière assez contradictoire, il soutient en fait la cause et la libération de la parole en fait. Mais en affirmant que ce dernier est innocent et que tout ça ne le concerne pas, que ce dernier vaut mieux que ça, bref. Honnêtement, il joue son meilleur pipeau entre autres, vraiment c'est ça. Mais surtout, ce qui est aussi dégueulasse, c'est de se dire qu'il va utiliser son image de bienfaiseur pour éviter d'être inculpé dans cette affaire-là. Parce que oui, imaginez qu'il soit évidemment coupable, c'est adieu Hollywood et adieu l'argent et surtout la célébrité. 2019 et c'est 2 anciennes étudiantes parmi eux qui déposent une plainte et surtout une action collective. Elles ne parlent plus seulement de situation individuelle, mais parlent d'un système basé sur l'influence, dépendance, manipulation, sur l'extorsion et sur des promesses de réussite. Tout ça évidemment avec, disons-le, de la vente de corps quoi, tout simplement, envers James Franco. Pendant des années et des années, ça va vraiment durer, mais dans un silence absolu.
plus personne va parler et surtout James Franco il disparaît surtout de l'image médiatique. Il est complètement absent et il disparaît mais vraiment du jour au lendemain. Il fait même plus de films pour vous dire vraiment, regardez sur internet, à partir de 2019 il est nulle part en fait, vraiment. Il apparaît plus du tout et vraiment ça en devient mais un fantôme quoi. L'affaire commence un petit peu à tourner en rond et surtout les témoignages commencent à se multiplier de plus en plus. Bref, ça devient mais un enfer absolu. Surtout qu'en plus de ça, les victimes qui ont porté plainte doivent garder aussi le silence pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Et enfin, en 2021, un accord a été trouvé et surtout c'est plus ou moins un règlement financier de 2,2 millions de dollars. Alors vraiment, la justice américaine va vraiment falloir m'expliquer comment ça fonctionne parce que tu souilles des jeunes filles en leur faisant croire à des merveilles, en leur apportant soi-disant des promesses qu'ils ne vont jamais tenir, tu les tortures, tu les manipules, tu leur fais subir un traumatisme sans précédent. Et tout ce que vous trouvez à donner comme justice, c'est juste de payer, genre limite la caution quoi. C'est vraiment ridicule entre autres. Vraiment je trouve ça pitoyable. Dites-moi ce que vous pensez vraiment dans les commentaires de la justice, de ce qu'elle a alors choisi. Mais personnellement, je trouve qu'elle a vraiment été très light envers James Franco quoi. Mais c'est que y a un petit personnage aussi qu'on a fini par laisser un peu trop longtemps sur le côté comportant, on en avait parlé. Bah oui, c'est Seth Rogen, c'est son meilleur ami, son bro de toujours quoi, depuis Freaks and Geeks, c'est lui qui est clairement le tiers dans cette équation quoi. C'est lui qui l'a évidemment aidé, qui l'a soutenu, qui l'a accompagné et surtout qui a été témoin de toute cette ascension en fait, tout simplement. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à se rendre compte que Seth Rogen, il pourrait limite être soit d'une aide capitale ou alors être entre guillemets témoin dans toute cette histoire. Peut-être même pire encore, être en fait un associé quoi, ou alors limite celui qui s'occupait des villes besognes avec James Franco quoi, et que tous les deux ils le faisaient ensemble. Pas du tout en fait. Vraiment Seth Rogen il reste à distance de James et pendant des années il garde le silence absolu. Il va pas aider son pote, vraiment. Quand il a la justice au tribunal, il va pas venir le voir, vraiment. Et après une énième interview avec des journalistes qui veulent évidemment faire sensation, il va dire, je cite, « Je n'ai pas travaillé avec lui depuis les accusations, et je n'ai pas l'intention de le faire. » Emotional damage. Il le dit ça sans colère ni violence. Vraiment, il a juste décidé de couper les ponts avec James Franco. C'est aussi ça, de se dire comment est-ce que Hollywood fonctionne, mais que là c'est assez différent vu que vraiment c'est pas du tout une question d'argent ou de carrière, non. C'est vraiment leur amitié était honnête, sincère, mais là vraiment c'est une vraie confiance qui se brise quoi. Seth Rogen il a été trahi quoi. S'attendait à ce que son pote il soit intègre, limite il soit comme il le présente, mais en fait pas du tout quoi, c'est vraiment un être ignoble. Et donc il l'a abandonné techniquement hein. Personnellement, je dis ça, je dis rien, mais j'aurais fait pareil, hein, vraiment. Donc, saluer quand même évidemment son courage de faire ça, quoi, vraiment. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'abandonner un ami, surtout quand on le connaît depuis des décennies, quoi, vraiment. Hein. Après les accusations, la justice, les ruptures, l'argent, bref, tout ce qui lui est arrivé, silence radio complet. Vraiment, après 2021, James Franco il disparaît de tout paysage médiatique. Pas brutalement certes, mais il commence à ne plus du tout ramener sa fraise quoi. Les projets se raréfient, les apparitions deviennent rares, les interviews disparaissent. C'est pas une chute spectaculaire, mais c'est vraiment une érosion pure et simple. Et ça durera pendant quand même un sacré bout de temps quand même. Et dans le cinéma, disparaître ne signifie pas forcément être absent. Ça signifie juste qu'on n'est plus le centre d'attention, mais également que on n'est plus du tout le bienvenu, techniquement. Et pour un acteur qui, quelques années plus tôt, était omniprésent, le constat, il est frappant en fait. C'est pas toujours la condamnation qui marque le plus, parfois, c'est les conséquences qui en suivent. Pendant cette période, James Franco, il disparaît pas totalement. Il parle, mais à des occasions assez rares. Vraiment, c'est... ça fait un petit peu comme il y a eu avec Justin Bieber. Et là, c'est à peu près vraiment pareil. Hein. Et dans ses prises de parole, il y a un thème qui revient assez régulièrement, c'est le travail sur lui-même. Il évoque une période difficile, une remise en question profonde et une introspection totale. Et dans certaines interviews, il explique même avoir reconnu des comportements probablement vraiment mal avisés en fait dans sa vie passée.
parle de relations inappropriées avec des étudiantes. Il insiste sur le fait qu'il ne percevait pas à l'époque le réel impact dans ses actions. Mais surtout, il aborde un autre sujet, c'est sa santé mentale. Apparemment, depuis des années, Franco, il était en dépression. Période de doute, perte de repères et de remise en question personnelle. Sans entrer dans les détails médicaux, bref, il parle d'un moment où il a dû faire face à lui-même et à ses choix. Quand l'image il commence à disparaître, il ne reste plus que la personne. Il explique avoir changé et comprend avoir évidemment besoin d'évoluer. Et dans ce type de situation, le travail personnel ne suffit pas toujours à restaurer une image, parce que la perception, elle reste en fait figée. Le problème, c'est qu'un retour médiatique, surtout avec ce genre de passé-là, c'est pas donné à tout le monde. Faut vraiment y mettre les moyens et surtout, faut être prêt à faire face à la vague de polémiques. Et dans l'industrie de cinéma, revenir dans une controverse, c'est jamais simple. Il suffit pas de tourner un film, il suffit d'être accepté à nouveau et être soutenu, ou alors trouver une nouvelle identité et ne plus se forger sur l'ancienne. Et en 2024, devinez qu'est-ce qu'il va faire. C'est une nouvelle tentative. James Franco, il réapparaît pas dans un blockbuster, mais dans un petit film un peu modeste. Projet plus discret, moins exposé, vraiment presque comme un test. Une manière de revenir sans faire trop de bruit, quoi. Un retour prudent, presque vraiment hésitant, quoi. Ce retour n'y provoque pas de vague massif, pas de scandale, pas d'enthousiasme débordant, juste une réaction mesurée, quoi. C'est comme si le public observait sans encore décider. Limite, faut refaire ses preuves, quoi. C'est comme ça ou jamais, quoi, vraiment. Aujourd'hui, la situation de James Franco reste assez ambiguë. Il n'est pas totalement exclu, mais il n'est plus central. Il n'est pas absent, mais il n'est pas dominant. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est absent des films Spider-Man, entre guillemets. Par exemple, dans No Way Home, alors que ça aurait pu être idéal pour ramener James Franco pour la nostalgie, il n'a pas été recontacté. Et ça, c'est évidemment à cause de la polémique, tout simplement. C'est ça qu'en fait qu'il l'a totalement amputé, quoi. C'est toute la vérité qui a fini par surgir au grand jour. C'est vraiment, il suffit juste d'une seule et unique accusation pour détruire une carrière. Regardez par exemple nous, vraiment nous aussi en France on accumule les mandats et pourtant c'est pas des acteurs, c'est des streamers. Vraiment, à ce moment-là précis, le moment de sa vie, il y a vraiment une question qui se pose. C'est peut-on réellement revenir avec ce type d'affaires? Et si oui, dans quelles conditions? Est-ce que avec juste un sorte de film biographique sur son passé, ça pourrait passer ou ça serait un peu trop prétentieux? Rien que de voir évidemment le nombre d'interviews, le nombre de journalistes ou le nombre d'enquêtes qui ont été faites sur lui montre vraiment à quel point en fait on le connaît mais que avec ça, quoi. C'est vraiment c'est difficile de devoir se détacher maintenant de cette image médiatique, quoi. Le cas de James Franco ne laisse pas une réponse qui soit simple ou facile à digérer. Il ne se résume pas par un verdict, il ne se résume pas du tout par une image médiatique ou ne laisse que des questions sans réponse. Par exemple sur le pouvoir, l'influence ou sur les limites que l'on ne voit pas toujours parce que évidemment on laisse s'aveugler seulement que par évidemment son fanatisme ou son admiration. Mais au-delà de cette histoire, il y a une réalité plus ou moins importante, il faut que vous compreniez, c'est celle des personnes qui vivent ce genre de situation. Celles qui doutent et celles qui n'osent pas parler, celles qui se sentent seules et surtout vulnérables. Si vous avez été victime ou si vous êtes actuellement dans une situation difficile, vous n'êtes pas seul. Des aides existent, vous pouvez les retrouver dans la description, les numéros et des ressources pour vous accompagner et vous aider à sortir de ces situations. Demander de l'aide n'est jamais facile, moi je sais de quoi je parle. Moi aussi, évidemment, je traverse des moments difficiles, et moi-même, j'en ai traversé des phases horribles. Mais évidemment, c'est pas une marque de faiblesse. C'est une marque d'humanité, en fait. C'est tout simplement faire confiance à un autre. J'espère en tout cas que ce documentaire vous a plu. S'il vous a permis de comprendre, de réfléchir ou de simplement voir les choses autrement, alors il a rempli son rôle à merveille. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez et partagez la vidéo autour de vous et surtout rejoignez-moi dans le multivers Marvel et on se dit à très vite les héros, c'était l'agent du Shield. Ciao.